Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence, malgré les intempéries qui, je pense, ont freiné quelques velléités. Et je pense qu'on aura encore peut-être quelques personnes qui nous rejoignent en cours de route. Je m'appelle Sylvain Wenger. Je suis ravi d'introduire cette deuxième conférence d'une série de rencontres proposées par la Société des Arts autour du rapport entre les activités humaines et les cycles naturels à l'échelle régionale. La série a débuté en novembre dernier avec une conférence sur la question des alternatives aux herbicides dans la viticulture. Elle se poursuit jusqu'au printemps avec des sujets sur l'économie circulaire appliquée à l'industrie, sur l'univers agricole d'aujourd'hui, avec notamment le cas fribourgeois. Nous aurons des thématiques sur les défis de l'agriculture biologique en Suisse romande, avec ses succès et ses défis à relever à l'avenir, ainsi que sur la santé du lac Léman en lien avec la pêche. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ce programme-là sera très certainement reconduit pour les saisons à venir. Pour le moment, pour en savoir plus sur ce programme, je vous invite à emporter avec vous cette brochure qui se trouve dans le palais, en tout cas à la sortie de la salle, dans laquelle les activités sont détaillées. Nous nous tournons ce soir vers la question particulièrement complexe de la gestion de la biodiversité avec Bertrand von Arx, dont la conférence sur la biodiversité indispensable à notre grand bien-être, grand point d'exclamation, je dirais, est l'occasion d'abord de mieux connaître les défis auxquels font face les autorités en la matière, quels instruments stratégiques, opérationnels, légaux et autres sont développés à cet effet, et d'autre part, volontiers aussi de nous questionner sur les choix, les arbitrages qui sont opérés en tenant compte des très nombreuses contraintes impliquées dans les processus en question. Bertrand von Arx est biologiste de formation, il est spécialisé dans la botanique, il est aujourd'hui président de la conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage, qui réunit donc tous les responsables cantonaux en la matière, et il est directeur du service de la biodiversité de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature. Il a travaillé au début de carrière sur de nouvelles méthodes de cartographie informatisée de la flore, plus spécifiquement des orchidées dans le bassin genevois, alors qu'il était au Conservatoire et Jardin botanique de la ville. On remonte là aux années 80. À cette époque, il présidait l'association genevoise pour la protection de la nature, devenue depuis ProNatura Genève. Il a ensuite travaillé au niveau international pour la CITES et l'IUCN, respectivement Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et Union internationale pour la conservation de la nature, cela d'abord au nom de la Confédération suisse, puis pour le Canada. Et depuis son retour du Canada à Genève en 2003, il est nommé conservateur de la nature et du paysage de notre canton. Il représente donc l'autorité légale cantonale pour la protection de la faune, de la flore, des milieux naturels remarquables et des corridors biologiques, dont il travaille avec son service au développement de l'infrastructure écologique locale et transfrontalière. Vous dire encore qu'il fait partie des rédacteurs de la loi sur la biodiversité suisse, qui a tout juste 10 ans maintenant, et qu'il a élaboré avec ses équipes la stratégie et le plan d'action biodiversité de Genève, dont il va être en partie question ce soir. C'est donc vous dire si Bertrand von Arx est à la fois, je pense, une mémoire et un acteur à la pointe de la connaissance et de l'action sur la protection de la biodiversité et vous dire s'il est au fait et peut-être aux prises quotidiennement avec le grand paradoxe de notre société que je pense nous ne résoudrons pas ce soir, entre désir d'expansion et respect des écosystèmes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez la parole pour 45, 50, 55 minutes, on verra. Et puis on aura ensuite un moment d'échange avec la salle, au terme duquel vous êtes toutes et tous invités à un apéritif à l'aile Salève du Palais qui nous attendra à l'issue de cet échange. Merci beaucoup, bonsoir. Après cette introduction, la pression est forte par rapport à l'exposé que je vais vous faire. On va parler effectivement de la biodiversité. Alors peut-être pour lancer le débat ou de voir un petit peu où on en est, à votre avis, c'est quoi la biodiversité? Pour vous,
de quoi on va parler ce soir? Alors, protection de quoi? Tout ce qui est vivant, des espèces sauvages, effectivement. Écosystème, un mot-clé dont on va reparler, effectivement. Voilà. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de choses différentes. Vous verrez aussi qu'effectivement, il y a des aspects assez complexes. Donc, j'ai fait plusieurs parties. C'est des parties assez brèves. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail, mais l'idée, c'était de vous donner un peu une vision kaléidoscopique de cette biodiversité. Alors, commençons par le début. On a vu effectivement, ou on a entendu, que cette biodiversité, c'est... Bon, on parle d'abord souvent des espèces. On parle des orchidées, on parle des choses qui sont spectaculaires, mais dans ces espèces, on a effectivement des choses qui sont visibles, plus ou moins visibles, qui sont spectaculaires, qu'on aime bien voir, qu'on aime moins bien voir, etc. Donc ça, c'est un niveau avec lequel on est assez familier. On l'est peut-être encore avec le niveau écosystème, même si c'est un nom un peu barbare, je vais le développer tout à l'heure. Donc les habitats naturels, pour simplifier. Et puis, ce qui est important et qu'on oublie un petit peu au début de cette réflexion, souvent, c'est le côté génétique. Pour chaque espèce, dans chaque population, il y a, comme dans l'espèce humaine, toute une variété génétique qui est évidemment importante aussi pour le développement de cette biodiversité. Alors, les écosystèmes, c'est quoi? Pour simplifier, en fait, effectivement, c'est les habitats dans lesquels qui sont souvent formés par de la végétation, par des éléments qu'on appelle autrement aussi la nature. Et ces écosystèmes, on va essayer d'un peu regrouper les éléments qui vont, on va dire, ensemble, c'est-à-dire tout ce qui se trouve accompagné avec de l'eau, ça va être les écosystèmes humides, tout ce qui est plutôt séchard, on va appeler ça des écosystèmes désertiques, mais évidemment que c'est beaucoup plus complexe et chaque fois il y a un découpage. Et ce qui est important de comprendre ici, c'est que chaque écosystème, il a un fonctionnement, donc il y a des espèces qui forment cet écosystème, et on le verra plus loin, si on détruit une partie de ces espèces, on va altérer l'écosystème, et on verra plus loin pourquoi c'est un problème. Ça, c'est pour vous montrer un petit peu effectivement l'importance de cette complexité. On parle bien de biodiversité. Bio, c'est la vie. Diversité, ben, vous le comprenez. Et puis, si on a un écosystème dit pauvre, ça veut dire que si pour une raison ou pour une autre, un élément de cet écosystème disparaît, il y a de fortes chances que l'ensemble ne fonctionne plus. Typiquement, si dans le premier slide, on perd notre petit lièvre, là, eh bien, il n'y aura plus de nourriture pour le prédateur, il y aura les insectes qui vont se développer anarchiquement, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand on regarde un écosystème, de l'analyser dans son ensemble. C'est ce que j'essaie de représenter. Je me rends compte qu'on ne voit pas tout à fait toute la slide, mais ce n'est pas très grave. On essaie d'analyser l'ensemble des composantes de cet écosystème et surtout d'essayer de comprendre comment les différents éléments fonctionnent entre eux. Alors là, il faut tout de suite être assez modeste. On sait pas mal de choses sur ces écosystèmes, sur ces espèces, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et surtout, malgré le fait qu'on arrive à regrouper ces écosystèmes, on peut dire qu'ils sont tous un petit peu particuliers. Un écosystème de forêt dans le canton de Genève, il va fonctionner probablement un peu différemment s'il est dans le canton de Zurich ou s'il se trouve en Italie ou ailleurs. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut vraiment bien analyser les différents éléments. Le deuxième point qui est important peut-être de l'avoir tout de suite en tête, c'est que la nature qui est autour de nous, elle fonctionne très bien s'il n'y a pas l'humain, mais par contre, elle a cette tendance à se développer en forêt. Si on a un terrain standard, on va dire, on va avoir toutes sortes de stades de végétation, on appelle ça, donc un développement naturel qui finalement aboutit à de la forêt. Donc si on ne fait rien, s'il n'y a pas d'humain, s'il n'y a pas d'activité, on arrive à cette situation, sauf que quand on a des conditions naturelles comme l'humidité, comme la glace, comme des zones avec des terrains qui sont meubles, on va avoir des structures différentes qui vont se mettre en place, mais d'une manière naturelle. Et de la même manière, pour intervenir naturellement sur cette forêt, il y a différents événements naturels, encore une fois, qui se passent à l'échelle, on va dire, normale, et qui vont façonner, en fait, qui vont donner une dynamique à cet écosystème, et ce qui va permettre de retrouver cette diversité biologique, parce que sinon, en fait, on aurait de la forêt partout, et puis des espèces de forêt partout, et puis ça ne serait pas forcément... Alors, pour ceux qui aiment les champignons, c'est parfait, mais pour les autres, c'est peut-être moins intéressant.
On a quand même l'homme qui existe sur notre planète, hein, dont nous faisons partie, et puis on se rend compte qu'effectivement, il y a toutes sortes d'aménagements, développements, etc. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails, activités de production, activités de déplacement, qui font qu'il y a une incidence très forte, suivant où, sur ces écosystèmes. Et donc, on considère effectivement souvent que l'homme péjore la qualité de cette biodiversité, ce qui est, il faut le dire, quand même assez souvent le cas. Heureusement, un peu, j'allais dire de plus en plus, mais je tempère mon enthousiasme, on arrive à intégrer une réflexion pour essayer de faire des aménagements qui sont le mieux intégrés possible. Mais là encore, il ne faut pas oublier que l'activité humaine, et aussi dans le canton de Genève, l'activité humaine historique et extensive, on va dire, a modelé, façonné notre paysage naturel. Et particulièrement, on peut prendre l'exemple de la forêt. L'exemple de la forêt dans le canton de Genève, si on a de la chênaie, qui est une de nos grandes richesses dans notre canton de Genève, donc des forêts de chênes, c'est dû à une activité particulière pendant plusieurs siècles de notre forêt cantonale, qui autrement serait probablement plutôt une forêt de hêtres à certains endroits, plutôt que de la forêt de chênes. Et à force de cultiver finalement, ou d'utiliser ces chênes, on a produit ces chênaires. Alors ils n'avaient nettement pas une aussi belle composition qu'actuellement, c'était plutôt des taillis, c'est-à-dire des petites tiges qu'on utilisait pour le tanin, pour le bois de feu, avec un autre mode de fonctionnement plus diversifié. On a réussi à donner une plus grande richesse maintenant à cette forêt. Et de la même manière, l'agriculture, à l'époque, on utilisait les petites parcelles dans les bois ou dans les prairies, au bord des cours d'eau, comme à la London, par exemple. Et l'usage extensif de ces prairies en a fait ce qu'on appelle maintenant des prairies sèches, d'importance nationale, avec un cortège d'espèces qui sont exceptionnelles, tant au niveau des plantes qu'au niveau des insectes et autres, etc., les reptiles. Donc ça, il faut le garder en tête quand on parle de la nature sauvage, particulièrement dans nos régions. Il y a une activité humaine, mais elle a pu être bénéfique, elle a été bénéfique en tout cas, pendant un certain temps. Alors une autre composante importante, pour bien comprendre tout ça, c'est notre territoire. Notre territoire du canton, d'abord, ce n'est pas un canton-ville. On parle toujours du canton-ville, c'est complètement faux. Vous voyez sur ce schéma que la zone urbaine, c'est-à-dire la zone construite, que ce soit les routes, les bâtiments, etc., c'est environ 30%, peut-être un tout petit peu plus maintenant. Par contre, la richesse du canton, c'est la zone agricole, 45%, c'est les forêts, 12%, c'est les lacs et cours d'eau, et tout ça ensemble, ça fait près de 70% donc, de la surface de notre canton, où on va trouver une forte richesse en biodiversité. Alors on en trouve un peu aussi en ville, mais on a tendance à penser que tout est bâti dans le canton, ce qui n'est pas vrai. Par contre, un élément qui est important aussi, je vous ai mis la surface du canton, hein, c'est un petit canton, 282 km² avec le lac, environ 250 sur la partie terrestre, mais on a plus de 500 000 habitants sur ce territoire. Qui habitent sur ce territoire, qui l'utilisent, et on a encore une fois à peu près autant d'habitants autour qui sont aussi effectivement des usagers de cette biodiversité au sens large. Donc en fait, pour nous, dans le canton de Genève, le principal impact sur cette biodiversité, ça va être la pression humaine. Alors quelques éléments pour montrer la carte, pour ceux qui sont peut-être pas tout à fait, qui connaissent pas tout à fait toutes les régions du canton. Alors malheureusement, on perd sur notre image la partie basse du canton. Ça me rappelle quand j'ai commencé à travailler ici, dans les années 2003-2004, et que je travaillais au niveau national, donc on avait des échanges avec la Confédération, on avait toujours la Suisse qui était coupée à Nyon, puis tout ce qui était plus à l'ouest, en fait, ça n'existait pas. Et ils ont fait des progrès depuis. Puis là, malheureusement, ce soir, on a un petit bout en moins. Mais tout ça pour dire effectivement qu'on a des secteurs qui sont particulièrement riches dans le canton. Vous voyez, c'est principalement en périphérie, les bois de Jussy, les bois de Versoix, la London, le complexe du Rhône, puis on aurait Chancy avec le complexe de la Laire, mais il y a aussi d'autres cours d'eau, l'Aire, la Drise, etc., qui sont très riches et qui vont contribuer à cette diversité de nos milieux dans le canton. Étonnamment, on voit que l'aéroport, les prairies de l'aéroport sont très riches, en orchidées notamment, et sont considérées comme justement des prairies de qualité, importante pour la biodiversité. Et puis on a toute une série d'espèces qu'on va trouver dans le canton qui sont plus ou moins inféodées au canton. Et cette richesse, en plus, en travaillant, en gérant les milieux naturels, en aidant certaines espèces à mieux se reproduire ou en les aidant en gérant justement leurs habitats à trouver plus de nourriture, on va faire revenir des espèces. La huppe faciée,
C'est un oiseau qui était absent du canton jusqu'à il y a 10-15 ans et qui est revenu grâce à des entreprises ou des actions qui sont menées aussi souvent par des associations et qui ont permis en fait de redonner des habitats particulièrement pour cette huppe. Pour d'autres espèces comme le crapaud accoucheur qu'on ne voit pas, c'est pas parce qu'il veut être discret, mais voilà. Lui, on a une seule population dans le canton, dans la région de l'Alaire, mais malheureusement, depuis une vingtaine d'années, on ne sait pas quoi faire pour l'aider à se développer. Il est toujours là, il est toujours plus ou moins content, mais il a de la peine à se développer. Et pour d'autres groupes, comme les insectes, on va avoir beaucoup plus de peine à essayer de diminuer les populations de ces différents types d'insectes. Donc, tout ça pour dire qu'on a un mode de gestion, qu'on essaye, avec des plans de gestion, avec des plans d'action, on essaie de faire avancer tout ça, mais on n'a pas les solutions à tous les problèmes. Comme je l'ai dit, effectivement, la variété des milieux, alors certains sont effectivement liés à la forêt. On a beaucoup de milieux humides, des marais qu'on a pu reconstituer ou qui existaient encore dans les forêts. Et puis on a ces fameuses prairies sèches qui sont particulièrement présentes dans l'Alondon, mais aussi un petit peu ailleurs dans le canton. Et puis on a des endroits qui sont un petit peu à cheval entre les deux éléments, entre les milieux secs et humides, en ayant une végétation du coup qui est changeante, enfin, en fonction des saisons. Et puis, parmi les espèces, alors on a des choses particulières dans le canton, comme la chouette chevêche, les plus grandes populations du canton, une toute petite chouette qui vit à la campagne. On a le glaïeul des marais, qui est un rescapé d'une dernière parcelle qui avait été sauvegardée par ProNatura, et maintenant, par des actions de réimplantation, de réintroduction, on a plusieurs parcelles. On a ces fameuses orchidées, on a la tulipe sauvage, qui est un peu plus répandue dans des grandes propriétés. Bref, on a vraiment une caractéristique, et ce que vous ne voyez pas encore une fois en bas, c'est qu'on a à peu près la moitié de la flore suisse qui se trouve dans notre canton. Alors, il y a aussi des espèces qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont revenues toutes seules. Alors, la loutre, c'est pour ça que j'ai mis ou presque, la loutre, on a vu 2-3 apparitions. On a tout un système de surveillance du territoire par le biais de pièges photos, etc., et d'inventaires nocturnes, entre autres, qui nous montrent, soit par des traces, soit par des excréments qu'on va trouver, etc., qu'on a des passages, que des espèces sont de passage. Et la loutre, effectivement, il y a 2-3 ans, est restée un moment sur notre canton et est repartie. Enfin, il y a une qui, malheureusement, a été écrasée par une voiture. C'est quand même le comble, hein, il n'y en a qu'une, et puis elle se fait shooter. Et pour d'autres espèces, comme le loup, qui est évidemment venu tout seul aussi, il va explorer notre canton, il va trouver peut-être un intérêt à faire des passages pour des raisons de nourriture, mais ce genre d'espèces, évidemment, vont être dérangées par des activités quand même très fréquentes sur notre territoire. Et dans d'autres cas, il y a des réintroductions qui ont été faites, c'est-à-dire que quand on réintroduit, ça veut dire que l'espèce a existé chez nous, mais qu'elle a été éliminée, et qu'on a essayé d'en ramener, si possible, les espèces qui sont les plus proches, au niveau génétique notamment, de ce qu'on avait avant. Et dans les fin années 50, on a eu une réintroduction dans la Versoie du castor, qui maintenant s'est bien implantée partout dans le canton. Et la cistude, qui est la seule tortue aquatique d'eau douce de chez nous, qui également avait été introduite à l'époque déjà, je pense par des moines, etc., et qui maintenant, on a un programme pour essayer de la répandre un petit peu dans le canton, pour éviter aussi qu'elle disparaisse en cas d'accident sur le territoire. Alors, disparition des espèces, ça c'est le grand sujet, hein. Vous connaissez le trend général au niveau mondial, il y a assez de littérature là-dessus, déclin de la biodiversité, etc. C'est une réalité. En Suisse, si on prend les chiffres qui sont relativement récents, vous voyez à gauche, c'est une indication de ce qui est vert clair, c'est tout ce qui est fortement menacé, voire disparu. Si on est plutôt dans les verts un peu plus foncés, c'est ce qui est encore à peu près en bon état au niveau biodiversité. Le schéma du centre, ça vous montre qu'il y a de plus en plus d'espèces, d'espèces qui sont dans les différents groupes qui sont représentés, chez les insectes notamment, qui font partie de la liste rouge. La liste rouge, c'est un inventaire de toutes les espèces où on qualifie leur degré de menace. Alors, si elles sont près de l'extinction, on va évidemment prendre des mesures. Et si certaines sont un peu plus en retrait, on peut attendre un petit peu, on peut mettre en place d'autres mesures. Et vous voyez tout au bout, ici, on a cette représentation qui nous montre, sur le plateau, particulièrement le morcellement de l'habitat, c'est-à-dire le découpage du territoire par différents aménagements humains
qui font que ces espèces n'arrivent plus à se déplacer, n'arrivent plus à retrouver des congénères, n'arrivent plus à trouver de la nourriture, et donc évidemment vont aussi petit à petit disparaître. Et puis ici, on verrait que chez les oiseaux, on a à peu près les oiseaux communs qui se maintiennent plus ou moins, mais une très forte tendance de diminution chez les espèces qui sont spécifiquement liées à des habitats particuliers. Donc les espèces qui n'arrivent pas à s'adapter sur d'autres écosystèmes, si ces écosystèmes diminuent, voire disparaissent, évidemment que le trend il va aussi diminuer, et c'est ce que j'essaie de montrer avec ce schéma. Donc la situation en Suisse, elle n'est pas différente de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et puis peut-être que dans le canton de Genève, ce que je peux dire, c'est qu'on est dans une situation un peu meilleure, dans le sens où, avec les actions qu'on arrive à mener depuis effectivement une vingtaine d'années, mais déjà avant aussi, on a fortement engagé des moyens, des ressources pour mettre en place ces fameux plans d'action, fameux plans de gestion, etc., pour favoriser ces différentes espèces. Alors pourquoi je vous montre cette image avec de la pollution lumineuse? C'est que justement, on parle beaucoup de la journée, ce qui se passe le jour, ce qu'on voit, on fait des inventaires de jour, on fait des relevés, etc. Mais en fait, la nuit, plus de 60-65% des espèces vivent la nuit, ont besoin de la nuit. Et donc, avec toute cette pollution lumineuse, il y a toute une série de repères qui sont perdus par ces espèces, qui vont donc de nouveau créer toute une cascade de difficultés. Je n'ai pris qu'un seul exemple ici. Il y a beaucoup d'insectes nocturnes qui sont des pollinisateurs. On y reviendra sur la pollinisation. Du coup, ils disparaissent ou ils sont gênés par la lumière. Du coup, il y a moins de production puisqu'ils ne pollinisent plus les plantes. Dans les cultures, il y a moins de production de nourriture. Par contre, elles vont aussi avoir une influence sur des espèces sauvages qui vont ensuite perturber toute la chaîne alimentaire, finalement, des écosystèmes. Et puis, on a une autre difficulté, c'est ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes, que ce soit chez les animaux et chez les plantes. Alors, chez les plantes, le problème, c'est que souvent, ça se répand sur ces écosystèmes, ces fameux écosystèmes, et ça va les transformer, ça va rejeter les espèces indigènes, ça va les empêcher de se développer. On a le solidage, on a la renouée le long des cours d'eau, mais on a aussi la même chose chez les animaux, que ce soit le capricorne asiatique, et puis dans certains cas, c'est un problème pour la biodiversité, et puis dans d'autres cas, c'est un problème pour l'humain. Le moustique tigre, c'est plutôt un problème pour l'humain, le frelon, c'est un problème pour les ruches, donc indirectement pour les abeilles plutôt, donc indirectement pour l'humain. Donc c'est des espèces qui sont importées, volontairement ou non, et qui se sont développées et qui ensuite perturbent soit l'écosystème, soit le bien-être de l'humain. Alors là, un petit rappel des différentes causes de ce déclin. Destruction des habitats, on en a parlé. Cause d'urbanisation, c'est particulièrement, on va dire, chez nous. Pollution, peut-être c'est un petit peu moins le cas actuellement pour ce qui est des pollutions standards, quand on parle d'agriculture notamment, etc. Enfin, c'est même nettement moins le cas à Genève. Et puis, ces espèces invasives. Et puis, on verra également la notion de changement climatique qui joue un rôle important. Alors, est-ce que c'est un problème? Finalement, ces espèces, si on ne les connaît pas, c'est peut-être pas très grave. La difficulté dans tout ça, c'est que cette diversité biologique, elle soutient ce qu'on appelle les services écosystémiques. Elle produit des services écosystémiques. Et ces services écosystémiques, ils vont nous aider à avoir de la nourriture, ils vont nous faire de l'eau pure, ils vont nous rafraîchir l'air, etc. Et du coup, c'est un impact direct sur la société et sur le bien-être de l'humain. En plus, ces services écosystémiques, cette nature, cette biodiversité, elle a tout un côté par rapport culturel, on va dire, parce qu'on aime bien aller se balader en forêt, on aime bien voir des beaux paysages. Évidemment, si tout ça disparaît, c'est aussi notre bien-être culturel, finalement, qui va être affecté. Alors, ces services, on les catégorise en 4 groupes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en fait, c'est un petit peu comme ça qu'on essaie d'expliquer, notamment actuellement, pourquoi on a besoin de garder ces orchidées, ces papillons, des vers de terre, les scolopendres, etc. C'est parce que, justement, ça rentre dans ce système et ils produisent, en fait, ces services écosystémiques. Donc, si on a l'approvisionnement, ça va être justement de l'eau douce, ça va être la régulation de la qualité de l'air. Si on a les services de régulation, enfin, on est sur d'autres éléments. Donc, vraiment, on essaie d'analyser tous ces éléments positifs que nous donne cette biodiversité quand il faut faire cette pesée d'intérêt. Est-ce qu'il faut la garder ou pas? Et donc, plus concrètement sur le territoire, ça veut dire des abeilles qui pollinisent ou d'autres pollinisateurs, ça veut dire le terrain qui est fertile pour les cultures, ça veut dire la production de bois, production de fruits, ça veut dire
Qu'est-ce qu'on a encore? Et justement, la détente, la bonne santé des gens qui vont se balader dans la forêt. Donc tout ça, c'est lié à la biodiversité. Et quand on parle encore une fois de biodiversité, on ne se rend pas compte qu'il y a tout ça derrière. Et quand le politique doit faire une pesée d'intérêt, il n'est pas encore mûr. Il n'a pas encore, enfin, je ne vais peut-être pas le dire aussi clairement, mais nous, on essaye de faire passer ces messages comme quoi, quand on doit choisir sur un projet, il faut intégrer ces éléments-là pour qu'on puisse faire une pesée d'intérêt de tous les intérêts, pas seulement les intérêts, on va dire, économiques. Et dans le canton de Genève, si on reprend les mêmes éléments, là, on est à Roelbeau, près de Mégnier. On a une forêt, on a la forêt qui régule les précipitations pour éviter qu'il y ait des crues. La même chose pour ce marais qui va tamponner, etc., qui va filtrer l'eau. On a plein d'animaux et d'insectes, etc., qui vont pouvoir se développer par des cultures qui sont à proximité, enfin, etc., etc. Donc on a tout ce cycle qui est présent évidemment aussi dans le canton de Genève, et il est présent aussi évidemment dans l'espace urbain. Et la plupart des projets urbains, maintenant, on essaye de faire comprendre qu'il faut aussi du sol, il faut aussi des arbres, et pas n'importe lesquels, etc., etc. Donc vraiment, c'est une composante importante sur laquelle j'insiste, parce qu'on verra plus tard que c'est une des composantes importantes pour notre stratégie biodiversité. Alors là, rapidement, un passage sur les éléments internationaux. On vient de vivre la COP, donc la conférence des parties de la Convention de la diversité biologique, qui a réussi quand même à signer un papier pour dire qu'on allait protéger, je ne sais pas si c'est la prochaine peut-être, hop, voilà, qu'on allait protéger 30% de la planète, et puis qu'on allait faire toutes sortes de belles choses, enfin qu'on allait demander aux pays de le faire. Alors il y en a certains qui signent, puis après ils essayent de faire, mais au moins il y a quelque chose au niveau mondial. Et vous verrez que c'est important, parce que même si c'est pas très concret, c'est pas très contraignant, ça nous permet, nous, au niveau local, de s'appuyer ensuite sur ces déclarations, sur ces signatures, pour faire le travail sur le terrain. Et c'est un peu comme ça que, déjà en 2012, la Suisse s'est appuyée sur d'autres discussions qui ont eu lieu avant pour créer une stratégie nationale avec 10 objectifs, où on va trouver ces éléments de soutenir la biodiversité directement par la conservation, la gestion des milieux, mais aussi d'améliorer le travail entre les différents secteurs pour que justement les différents projets travaillent mieux ensemble pour intégrer cette biodiversité et sensibiliser, toujours sensibiliser, expliquer les preneurs de décision, la population, etc. Et sur cet élément-là, on a pu rebondir avec la loi cantonale sur la biodiversité en 2012, qui nous a permis en fait d'intégrer cette notion d'avoir une stratégie cantonale et d'avoir un plan d'action et d'autres choses importantes qu'on n'avait pas dans les anciennes lois qu'on a dans le canton. Et finalement, cette loi, donc c'est une loi, c'est validé par le Grand Conseil, donc c'est le peuple qui nous dit qu'il faut avancer dans cette direction. Donc c'était une avancée majeure pour nous au niveau du canton. Parce que sinon, on a toute une série de lois qu'on arrive plus ou moins bien à appliquer, qui sont plus ou moins bien à jour, etc. Mais il nous fallait quelque chose d'un peu plus moderne pour aller de l'avant. Et c'est donc par ce biais-là qu'on a réussi à mettre en place notre stratégie cantonale en 2018, qui s'appuie sur 3 axes. Connaître ce qu'on a, alors ça semble une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, enrichir cette biodiversité, donc la gérer, la maintenir, faire ses réintroductions, faire cette gestion, etc. Et puis ensuite, valoriser, expliquer pourquoi auprès des enfants, auprès de la population, etc. Et puis d'expliquer ses bienfaits, pourquoi on a besoin de cette biodiversité. Et les 2 éléments phares qu'on a introduits à l'époque, on était les premiers en Suisse à le faire, c'est les services écosystémiques, il faut s'appuyer là-dessus, et cette fameuse infrastructure écologique, c'est-à-dire, et j'y reviendrai, un système qui permet à ces espèces d'avoir un habitat agréable et puis un moyen de se déplacer correctement. Et dans la foulée, évidemment, il fallait un plan d'action. Ça ne sert à rien d'avoir des grands axes stratégiques. Et ce plan d'action, il est sorti 2 ans plus tard, toujours en concertation. Il y a à peu près une centaine d'acteurs qui ont été impliqués dans cette démarche. Et il s'agit évidemment de préserver les espèces, mais pour garantir notre survie. Le but, c'est pour les espèces et le milieu. C'est ce qu'on faisait surtout avant dans la protection de la nature. On protégeait des réserves, on mettait des clôtures, etc. Mais maintenant, on commence à comprendre que c'est pour nous qu'on fait ce travail-là. Ce n'est pas seulement pour la nature qui est autour de nous. Et donc, il faut renforcer ce qu'on a. Et ça, c'est peut-être un point important qui parle à certaines personnes dans la salle. Gardons déjà ce qu'on a de bien, des beaux arbres, etc. Puis après, on verra ce qu'on peut compléter ou remplacer. Et puis, évidemment, il y a des choses qui manquent. Donc ça, il faut le remplacer, l'améliorer. Et donc, il y a ces 3 éléments importants qui sont ensuite dans le plan, 3 chapitres. Développer l'infrastructure écologique, renforcer le lien entre la nature et la population, et adopter le réflexe biodiversité, c'est-à-dire que dans tous les secteurs,
qu'on se pose la question dans tout ce qu'on fait, même si ça n'a apparemment rien à voir, est-ce qu'il y a une question de biodiversité là-dedans, dans l'économie, dans le social, etc. Ce plan, il est ambitieux, il a 117 actions qui sont réparties sur ces 12 champs d'application. L'infrastructure écologique, ensuite on a sites protégés, forêts, arbres, cours d'eau, qui sont les éléments écosystèmes, on va dire. Ensuite, on a ces grands éléments de territoire que sont l'aire agricole, on va dire la campagne, et puis l'espace bâti. Et puis ensuite, on a les espèces. Et finalement, on a ces volets qui sont sensibilisation et formation. Et puis ensuite, des choses plutôt un peu prospectives. Comment est-ce qu'on va faire des analyses statistiques? Comment est-ce qu'on va montrer ces données? Et notamment, comment faire des tableaux de bord pour montrer comment cette biodiversité évolue et comment il faut la suivre. Puis les outils administratifs, c'est de se poser aussi des questions sur, mais en fait, finalement, c'est le comportement humain qui est le problème. C'est pas tellement l'action, le projet lui-même, c'est pourquoi mentalement l'humain, il n'arrive pas à comprendre que c'est important de d'abord protéger et sauver cette biodiversité avant le reste. Et on travaille donc aussi sur ces éléments-là et beaucoup d'autres. 117 actions, donc ça c'est beaucoup, et ce qu'on peut dire, c'est que malgré tout, il y a donc tout un système qui est en place qui font que les choses avancent. Alors, ce qui manque ici dessous, encore une fois, c'est que l'idée, c'était aussi de faire un recueil de toutes les actions, de tout ce qu'il faudrait faire ou ce qu'on fait déjà. Donc, il y a des actions en cours qui sont là-dedans, mais il y a aussi pas mal d'actions nouvelles qu'il faudrait mener. Et donc, tous ces éléments-là sont suivis pour renforcer encore ce qu'on a, cette biodiversité. Alors, quelques résultats maintenant de ce plan d'action qui tourne déjà depuis 3 ans, ou 2 ans en tout cas, enfin même plus hein, pour d'autres choses. Pour certaines choses. Et on voit qu'on a cette carte de l'infrastructure écologique. Donc là, encore une fois, il s'agit de montrer où sont les réservoirs pour cette biodiversité, de montrer quels sont les corridors les plus importants. Alors plus c'est bleu, plus c'est important au niveau national, et plus c'est clair, moins il y a de richesse, on va dire. Et puis du coup, il y a 2 choses à faire quand il y a moins de richesse. Soit il faut travailler pour rajouter, soit effectivement, s'il faut faire des pesées d'intérêt, on va peut-être placer certaines choses à ces endroits-là, puis on va renforcer l'action. Mais ça permet d'avoir une vision un peu sur le territoire où il faudrait faire les différents aménagements ou les différentes activités qui sont liées quand même à une existence de l'humain sur ce territoire. On voit qu'il y a des éléments qui sont plutôt urbains, qui peuvent être assez petits comme mise en œuvre. On ne voit pas, mais ça c'est les barrières, donc les autoroutes, les lignes de chemin de fer, enfin des trucs qu'on ne peut pas forcément non plus bouger. Et puis on voit qu'il y a des passages qui ont été mis en place. On a 3 écoponts, donc des ponts biologiques qui permettent à la faune de passer par-dessus les routes ou les chemins de fer. Il y en a un dans la région de Jussy, enfin sur France, l'autre est dans la région de Viry, c'est le dernier qu'on a mis en place en commun avec les Français. On a même payé la moitié du pont. Et puis l'autre sur côté français Pougny, qui donne encore un accès. L'idée, c'est d'avoir un lien entre le canton et les montagnes voisines. Même chose pour la trame noire, donc l'histoire de la pollution lumineuse. Une carte, ça c'est l'inverse. Plus il fait sombre, plus on a en fait comme des réserves naturelles de nuit où les espèces peuvent se maintenir. Mais après, il faut aussi qu'elles se déplacent. Et les espèces dont on parle, on parle tous des chauves-souris. On connaît le besoin des chauves-souris de la nuit. Mais il y a aussi d'autres espèces, comme le cerf, simplement, qui se déplacent la nuit. Et donc, avec des méthodes de suivi radio, on va pouvoir marquer les cheminements des cerfs ou des autres espèces, même les chauves-souris, avec des tout petits émetteurs. On va pouvoir refaire les cartes et puis on va pouvoir identifier les endroits où on doit travailler pour éteindre des lumières. On va travailler avec les communes, on va travailler avec des entreprises, des privés, etc. Et puis évidemment, il y a le transfrontalier, puisque la frontière n'arrête pas les espèces, et donc on a des contrats transfrontaliers de biodiversité avec la Haute-Savoie, avec le Pays de Gex, pour effectivement assurer cette continuité. Ensuite, on a fait évidemment, et c'était déjà en cours, l'inventaire de toutes les richesses qui sont définies au niveau national. Donc ça, c'est les plus grandes. C'est des prairies sèches, c'est des sites pour les oiseaux hivernants, c'est des sites de marais, c'est des inventaires c'est la zone alluviale le long des cours d'eau. Donc ça, on a la cartographie, et non seulement la cartographie, mais aussi les plans de gestion. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles actions, quelles ressources il faut avoir pour maintenir ça. Même chose au niveau cantonal. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a des secteurs qui sont un peu moins fournis, mais globalement, on a quand même la chance d'avoir encore des petites choses à droite à gauche. Ça peut être des talus de bord de route, ça peut être des petits lopins de terre qui sont encore intéressants, où il y a encore certaines fonctionnalités de biodiversité. Donc tout ça, c'est inventorié, c'est des cartes qui sont publiques sur les CITG.
Donc on peut trouver tout ça pour développer des projets. Mais on n'est pas seulement à l'échelle du canton, on est aussi sur ces fameux milieux différents. Donc là, en zone agricole, on va travailler avec les agriculteurs, avec la loi agricole, avec la politique agricole, pour développer avec eux, les aider en fait à mettre en place ces fameuses surfaces de promotion de la biodiversité, qui sont là pour aider les espèces en lien avec la biodiversité agricole. Alors on le fait pour ces espèces-là, évidemment, mais on le fait aussi parce que ces espèces, elles sont utiles à l'agriculture. Les pollinisateurs dont on a parlé vont aller polliniser les champs, les oiseaux vont aller attaquer des insectes qui vont détruire les cultures, et donc on a tout intérêt à travailler ensemble pour développer cette biodiversité, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle gêne non plus trop les cultures. Si l'agriculteur ne peut plus cultiver correctement son champ, ça ne va pas fonctionner non plus. Et donc, on voit là encore, quand on cartographie tous ces éléments-là, on voit qu'on a une surface importante de ces surfaces de la promotion de la biodiversité. On a un enjeu à ce qu'elles soient de meilleure qualité possible. Donc là, il y a encore un challenge. On a pas mal de surfaces, mais ce n'est pas toujours une qualité exceptionnelle. Et puis, effectivement, on discute par des réseaux. On a des réseaux par secteur avec des groupes d'agriculteurs qui représentent les autres dans un secteur pour mettre en place ces différents éléments. Alors, ça, c'est pour montrer un peu le monitoring qu'on fait, l'évolution de ces populations. Alors, vous avez différentes photos d'oiseaux ici. C'est la situation en 1991, selon les relevés qu'on a fait dans ces réseaux. Et puis, en 2011, on a fait entre deux plusieurs relevés, mais en 2011, on a refait un relevé. Et vous voyez certaines espèces ici, sans entrer dans le détail, mais qui sont des espèces qui sont strictement liées à l'agriculture et qui ont besoin de ces surfaces et qui vont jouer un rôle positif par rapport à cette biodiversité. Le paradoxe, c'est que le projet, il s'appelle Projet Perdrix. On a lancé le projet dans les années 90 justement pour sauver la perdrix du canton, la perdrix grise qui était en toute petite population, qui est en train de disparaître. On a fait des lâchers, on a fait toutes sortes de choses, on a mis en place ces zones. Malheureusement, la perdrix, on n'a pas réussi à la sauver. Il n'y en a plus probablement, enfin, on n'a plus revu depuis quelques années, donc elle a probablement disparu. Mais en fait, c'est que c'est des autres conditions que celles qu'on a réussi à faire évoluer qui ont probablement fait disparaître la perdrix, notamment probablement les gravières, qui après, une fois qu'elles sont finies, on les remblaye, mais on les remblaye avec une terre de meilleure qualité pour l'agriculture, et ce n'est pas du tout le type de milieu séchard et sec, séchard et chaud, pardon, qui vont être favorables pour la perdrix, et donc c'est d'autres paramètres. Donc ça ne marche pas toujours, mais ce n'est pas parce qu'un projet ne marche pas qu'il n'y a pas d'effets collatéraux très favorables. Deux mots sur la gestion de la faune. Vous savez qu'on a la chance de voir toute une série d'animaux qu'on a beaucoup plus de peine à voir ailleurs, dans certains cas. Et dans mon service, il y a les gardes de l'environnement qui s'occupent de la gestion de la faune, entre autres. Ils font de la surveillance, ils font des tâches techniques aussi, etc. Et notre stratégie, c'est évidemment de prévenir les dégâts aux cultures, puisqu'il faut cultiver, enfin, il faut avoir de la nourriture. Ensuite, on va protéger ces cultures. S'il y a des situations difficiles, on va mettre des fils électriques, on va mettre des effaroucheurs, etc. Et puis, évidemment, en dernier lieu, on va réguler les espèces qui sont... Enfin, une espèce, le sanglier, qui est particulièrement problématique, ou qui était, on va dire, particulièrement problématique. Sur le graphique, en bleu, vous voyez effectivement les sangliers, enfin, la quantité de sangliers ou les dégâts causés par les sangliers dans les années 2000. Et puis, par une gestion assez continue, on va dire, assez forte, on a réussi à niveler, enfin, à maintenir la population, qu'elle reste présente, qu'elle reste visible, mais qu'elle soit gérable pour l'agriculture. Par contre, les autres couleurs, vous voyez qu'il y a d'autres espèces qui sont problématiques. Alors, le lièvre, dans certains cas, un petit peu le chevreuil. Alors là, on ne tire pas. La seule espèce qu'on tire en régulation, c'est le sanglier. Et pour certaines espèces, la loi fédérale nous permet de tirer quelques individus qui sont spécialisés. Parce que, par exemple, le chevreuil, lui, va s'installer dans une vigne, et puis il va commencer à manger le raisin, d'une part, mais aussi les bourgeons, ce qui est problématique pour l'année suivante. Puis ensuite, donc, quand il se reproduit, il va se reproduire à proximité de la vigne, et puis il va apprendre à sa descendance d'aller dans cette vigne-là et pas ailleurs. Donc on essaye de limiter cette éducation, on va dire. Le chevreuil, il est très bien dans la forêt, il est très bien dans les prés ailleurs, etc. Mais donc on a une action très ciblée. Et puis on a d'autres problèmes avec des oiseaux, notamment les corneilles et les pigeons, où c'est beaucoup plus compliqué. Cormorans aussi. Et après, effectivement, donc après on va pas tirer. Notre politique, c'est pas du tout de tirer sur tout et n'importe quoi,
Mais après, on a des bases légales aussi. Beaucoup de ces espèces sont protégées parce qu'elles étaient rares et elles étaient menacées parce qu'elles étaient beaucoup tirées. Et puis le rythme du renouvellement de ces lois n'est pas assez rapide par rapport à une évolution de la biodiversité où il faudra intervenir, pas forcément en les tirant, mais en ayant d'autres actions qu'on n'a pas le droit de mener actuellement. C'est aussi un problème pour le castor, par exemple, qui est très présent un peu partout, mais on n'a pas le droit de détruire l'habitat du castor, donc autrement dit des barrages. Et suivant où le castor nous fait des barrages, notamment dans la plaine de Sionnet, près de Choulay-Meignier, c'est tellement plat qu'un tout petit barrage de castor, ça va noyer les cultures. Donc évidemment, de nouveau, comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc on a une discussion avec la Confédération pour trouver des solutions. Et donc, nature en ville, biodiversité en ville, différents aménagements qui permettent aussi d'intégrer, de diversifier et de faire ces fameux ponts à travers des zones qui sont habitées ou qui sont construites vers des éléments de forêt, de cours d'eau, etc., qui sont intéressants. En forêt, alors on pourrait penser que la gestion de la forêt en tant que telle, les espèces, la récolte des arbres, etc., c'est une manière de gérer la biodiversité, c'est le cas. On a cette gestion différenciée dans nos forêts, alors à la fois en gardant des vieux arbres morts, en gardant du bois au sol, en ayant des actions spécifiques pour les champignons, avec des vieux troncs qu'on va laisser, qu'on va suivre, etc. Mais aussi pour d'autres espèces, comme les batraciens, notamment le crapaud sonneur, qui est une espèce qui aime bien ses gouilles ou ses fossés un peu avec de l'eau qui change selon les saisons. Et donc, dans chacune de nos politiques, on va intégrer cette notion de gestion de la biodiversité. Et comme je disais avant, d'autres projets où on est en partenariat et on va intégrer ce volet, puisqu'on est peut-être sur certains volets qui sont plus des éléments de protection des biens et des personnes par rapport à des crues qui pourraient arriver ou qui ont eu lieu. Et nous, on va travailler avec nos collègues pour essayer d'intégrer la notion de biodiversité qui n'est pas toujours intégrée dès le départ. Ça, très rapidement, c'est nos 117 actions du plan biodiversité. Ce qui est intéressant, c'est peut-être surtout ça, c'est qu'on a 88% de nos 117 actions qui tournent, qui avancent, qui sont finies, et qu'il n'y a que très peu de choses qui ne fonctionnent pas. Les autres, Camembert nous montre en fait les nouvelles actions, celles qu'on a rajoutées, où il y a aussi une très grande proportion de choses qui ont pu démarrer. Et puis, en fait, on voit que tout ce qui était déjà en cours et qu'on a mis dans le plan biodiversité et puis qu'on a continué à alimenter, tout ça, ça tourne bien. Et puis, ça veut dire que ce socle, pour maintenir la biodiversité, ça fonctionne très, très bien. Alors maintenant, et puis j'arrive tranquillement, je crois, vers la fin. Je ne sais pas trop où on est avec le timing, mais je pense que vous êtes encore à peu près réveillés, c'est bien. Oh, ben, c'est magnifique. Moi, j'avais peur d'avoir trop de choses et tout. Biodiversité et climat. Alors, je pense que c'est un élément, c'est un des enjeux qui a été soulevé déjà depuis quelques années. Et pour l'instant, en fait, on parle du climat. Alors, le climat, quand on parle du climat, des changements climatiques, on nous parle beaucoup de CO2, on nous parle de tous les enjeux de l'environnement gris, comment essayer de diminuer, enfin, etc. On commence à accepter l'idée qu'il y a effectivement un changement climatique. Ce n'est pas encore le cas dans tous les pays. En tout cas, ça, c'est à peu près acté. On a un plan climat cantonal qui est très ambitieux. On aura de la peine à le mettre en place dans les délais qui sont prévus. Enfin bref, il y a tout un travail avec une loi climat, etc., qui est en cours, qui fonctionne bien. Et puis, en parallèle, on a ce plan biodiversité, ce plan climat, ce plan d'action de biodiversité, qui mène des actions aussi en faveur d'un autre élément qui est important pour notre bien-être. Et puis, en fait, finalement, les deux choses sont liées. Pourquoi? D'une part, on voit qu'on a ces sécheresses, on a cette chaleur qui est de plus en plus présente, et les projections qui sont déjà fausses, hein, avec ce qu'on voit ici, parce que le slide il doit dater de 2 ans à peu près, on prévoyait à l'époque qu'à Genève, on aurait le même genre de climat que dans le sud de l'Italie d'ici un siècle à peu près. Maintenant, on a à peu près diminué le temps par 2. Ça veut dire que d'ici une cinquantaine d'années, on devrait être à peu près avec le type de climat qu'on a là en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les espèces qui sont acclimatées à ce qu'on a actuellement ici, elles ne vont pas pouvoir survivre. Elles vont devoir se déplacer. Alors, d'où l'infrastructure écologique pour qu'elles puissent aller ailleurs, pour autant qu'il y ait un ailleurs qui soit favorable. Quand on est sur la plaine où ça va aller, peut-être qu'on peut aller vers le nord. Quand on est en montagne, à un moment donné, c'est difficile d'aller dans des zones où il fait encore frais. Mais concrètement, en fait, là, le problème, c'est qu'il y a un décalage qui a déjà été observé entre la maturité, on va dire, ou la présence de certaines espèces qui doivent travailler ensemble. Donc ces fameux services écosystémiques. Le papillon qui est là pour se reproduire lui-même déjà,
pour se nourrir et pour polliniser les espèces, bah, il faut qu'il soit là et que l'espèce soit en fleur en même temps. Or, on se rend compte que maintenant, il commence déjà à y avoir des décalages entre la fleur qui fleurit trop tôt, au printemps, il fait chaud, tac, ça s'ouvre, ça fleurit, fini, puis le papillon, il n'a pas encore le temps de se développer, etc. Et puis dans d'autres situations, comme la gélinote, qui devient blanche en hiver pour se protéger, elle est dans la neige, sur la neige, comme le lièvre variable, comme d'autres espèces, la lhermine qui devient blanche aussi en hiver. Donc ces animaux qui changent de couleur pour se cacher, pour se protéger contre les prédateurs, ben, elle sera encore blanche quand il n'y aura plus de neige. Ou comme on l'a vécu cet hiver, certainement que ces espèces-là, elles ne se sont pas encore adaptées. Peut-être qu'elles y arrivent au niveau génétique, ça va prendre du temps. Les mutations, enfin les éléments qui vont faire évoluer les populations, c'est quand même nettement plus lent que les changements qu'on voit actuellement. Enfin bref, tous ces éléments-là nous montrent que ce climat, ces changements climatiques ont une incidence forte sur la biodiversité et donc sur les services écosystémiques. Et là, encore une fois, un tableau qui est partiel, mais je vais compléter. Donc en fait, ici, on a ces deux éléments, changement climatique, perte de la biodiversité. Alors, comme je disais, les problèmes de CO2, gaz d'émissions de serre, émissions de gaz de serre, l'exploitation abusive qui vont perturber le climat, mais aussi perte d'habitat, dégradation d'écosystèmes, plantes envahissantes, pollution. Ça va travailler sur la perte de la biodiversité. Puis en fait, ça, c'est une espèce de roue qui s'alimente, puis tant qu'on n'arrive pas à réduire ça, voire arrêter, parce que la réduction, ça ne va pas suffire. Si on n'arrive pas à arrêter ça, on va continuer à détruire ça. Puis si on détruit ça, ce que je montre ici, c'est qu'il y a une rétroboucle qui, d'abord, va avoir cette influence sur les services écosystémiques, ensuite, sur notre bien-être, puisqu'on aura moins de nourriture, on aura moins de qualité de vie, etc. Et puis tout ça, ça va influencer sur notre société, sur l'économie. On va inventer des technologies. Pour ceux qui sont un peu au courant, on est en train d'avoir des lois qui changent au niveau fédéral pour aller poser des panneaux solaires un peu partout dans les Alpes et ailleurs. Et ça va impacter la biodiversité. Et donc, on se tire un peu dans le pied en faisant ce genre de choses un peu à l'arrache. Mais ça veut dire qu'on a une influence négative qui vont faire redémarrer des éléments qui vont alimenter la première boucle et qui vont continuer à détruire la biodiversité et le climat. Et donc, c'est important de travailler sur pour trouver des solutions pour les deux éléments en même temps. Une autre raison, plus précise, pour travailler ensemble, c'est ce qu'on appelle les co-bénéfices. Et le concept, il a démarré en anglais et on parle de compromis, co-bénéfices et compromis, mais en fait, l'idée de compromis, ça vient de compromettre. Donc, c'est des actions d'une politique ou d'un système qui vont compromettre l'autre. Et si on regarde ce graphique, tout ce qui est en bleu, enfin d'abord ici, on va dire, c'est toutes les mesures qui permettent d'atténuer les changements climatiques. Puis ici, c'est toutes les mesures qui sont nécessaires à la biodiversité. Puis le panneau d'en bas, c'est l'inverse. Donc, on a des histoires de conserver les forêts comme réservoir de puits de carbone, etc. On a pour la nourriture, d'avoir une agriculture qui est meilleure, changer le type d'alimentation, enfin ce genre de choses qu'on a besoin pour le climatique. Et on voit que tous ces traits bleus, donc, ils sont favorables, quand on met en place des éléments pour le climat, sont favorables pour la biodiversité. Suivant si on restaure des puits de carbone, on va peut-être restaurer des écosystèmes, on va peut-être permettre à certaines espèces de se développer, en fait, etc. Par contre, ce qui est rouge, c'est des actions qui vont générer des problèmes du côté biodiversité. Ça veut dire, par exemple, quand on met en place de l'énergie renouvelable, bien, sauf si c'est, par exemple, mettre des barrages sur tous les cours d'eau, empêcher la circulation des poissons, détruire les rives parce qu'on fait des lacs de rétention, etc., détruire ces écosystèmes, pas bon. Et donc, c'est ce que représentent ces traits rouges. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de traits rouges du côté climat qui démarre. Et puis, si on fait l'inverse, on fait des actions pour la biodiversité, ben, on voit qu'il y en a aussi quelques-unes, mais notamment éviter la perte naturelle, enfin des écosystèmes naturels. Alors, on va tomber sur ces fameuses énergies recyclables ou la biomasse, la production de biomasse. On va en fait défricher des forêts pour mettre en place des cultures pour faire de l'énergie plus ou moins renouvelable ou plus ou moins durable. Et puis, on a certaines espèces, enfin certaines mesures d'amélioration de la biodiversité, en fait, qui vont surtout freiner des éléments qui semblent être une bonne idée pour le climat. Une qui est assez, qu'on peut noter ici, qui est particulière, c'est réduire la pression sur les écosystèmes. Et on voit que la notion d'afforestation, c'est-à-dire notamment
toute cette logique de replanter des arbres ou des forêts pour gagner du carbone, de racheter le droit d'utiliser du carbone, en fait, ce n'est pas souvent une bonne idée parce qu'on va détruire la forêt indigène pour mettre une autre forêt qu'on va replanter par-dessus. Ok, ben j'arrive tranquillement à la fin. Pas de souci. Donc, ça, c'est pour montrer qu'il faut vraiment avoir cette logique de travail ensemble, puis de faire l'analyse jusqu'au bout quand on a des actions pour le climat. Alors, je vous rassure, ce n'est pas le cas. Ce tableau-là, il est sorti il y a une année à peu près, ou même pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le GIEC, donc c'est les experts pour le climat, et les experts pour la biodiversité qui travaillent ensemble. Donc, ils ont vraiment compris qu'il faut regarder ça ensemble. Et puis, peut-être dans un autre domaine que vous connaissez certainement aussi, c'est les objectifs du développement durable. On se rend compte qu'il y en a deux qui sont liés particulièrement au maintien de la vie aquatique et de la vie terrestre. Et ces éléments-là, en fait, ils alimentent pratiquement tous les autres objectifs. Le bleu, c'est quand c'est beaucoup en co-bénéfice. En rouge, c'est quand c'est un petit peu moins. Mais en fait, c'est plutôt parce que ça va être des freins si on veut développer, alors je ne les ai plus tous en tête, mais par exemple, si on veut développer des villes durables ou je ne sais pas quoi, ben forcément que pour développer une ville, on va devoir détruire des écosystèmes et donc il y a une partie qui va être contradictoire par rapport au maintien de la biodiversité. Mais tout ça pour montrer qu'on parle de beaucoup de choses qui seraient utiles à la biodiversité, mais on n'a pas encore réussi à faire peut-être les bonnes relations. Alors pour conclure, alors, tout ça c'est joli, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous tous on peut faire? Alors on a 2-3 outils qu'on a mis en place au niveau du canton. C'est des sites web. Le premier s'appelle dansmanature.ch. Et puis là, ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors en fait, ce site, il donne des cartes, il donne des idées pour des activités dans la nature. On peut aller se promener, on peut aller visiter des choses, enfin, il y a toutes sortes d'activités. Et donc, on peut sélectionner par des tris, et puis on a des cartes où apparaissent les différents endroits, on peut faire des balades, on peut faire différentes activités. Il y a toutes sortes d'astuces, de propositions. Enfin, c'est vraiment un truc que je vous invite à découvrir. Et puis là, l'idée derrière cela, en fait, c'est vraiment de se rendre compte de cette richesse qu'on a dans notre campagne, qu'on a dans notre canton, et puis de s'émerveiller pour commencer, parce que je pense que c'est par l'émotion d'avoir toute cette beauté autour de nous qu'on va être plus motivé pour faire un peu plus attention. Et puis, se rendre compte aussi que quand on va se promener dans ces endroits, on se sent mieux quand on en ressort. Enfin, ça nous permet aussi de se régénérer. Évidemment, il y a toutes sortes de rappels sur le respect à avoir dans ces investigations sur le terrain. Après, il y a un autre site qui est orienté un petit peu plus sur les activités nature en ville et qui donne toutes sortes de trucs et astuces quand on a un jardin, quand on a un balcon, enfin bref, tout ce qu'on peut essayer de faire autour de soi. Et c'est des fiches qu'on explique techniquement, enfin concrètement la réalisation de ce qu'on peut faire. Il y a des projets qu'on peut suivre, on peut s'inscrire, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a des tutoriels, enfin bref, il y a toutes sortes de choses à visiter aussi peut-être plus près des habitations des uns et des autres. Un troisième élément, c'est Genève Terroir. Là, c'est peut-être pour se rapprocher un peu de la production locale, des difficultés des agriculteurs aussi, parce que c'est bien gentil de leur dire pas d'engrais, etc. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il y a des explications là aussi, il y a aussi une carte, il y a un accès à toutes les productions, enfin tous les producteurs, expliquer où ils sont, qu'est-ce qu'ils produisent, du vin, des légumes, s'ils ont un local à la ferme pour vendre leurs produits, etc. On parle du label GRTA, que vous connaissez certainement, qui est notre label des produits qui sont produits sur le territoire, dont on fait la promotion avec l'Office de promotion des produits agricoles. Bref, c'est aussi de la biodiversité, c'est le résultat, c'est aussi le résultat de ces services écosystémiques. Et puis d'autres choses qui sont peut-être plus adaptées à certains publics, comme les gens qui ont des jardins, qui ont la chance d'avoir un petit environnement autour de chez eux. La charte des jardins, c'est aussi un site qui donne toutes sortes d'astuces, de trucs pour les hérissons, pour ne pas tomber dans la piscine, par rapport à la tondeuse, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc tout ça, c'est très bien expliqué. Donc ça permet déjà localement de donner un peu d'air à ces espèces. Et en fait, encore une fois, dans le canton, grâce à tout ce que je vous ai expliqué, on se rend compte quand même que très vite, avec quelques actions, on arrive à faire revenir certaines choses. Et puis après, évidemment, il y a des choses qui sont plus spectaculaires. On
On a les vers luisants. Les vers luisants, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, si vous n'êtes pas trop agressif avec votre tondeuse, ou même pas du tout, et vous laissez un petit peu aller votre jardin, assez rapidement, vous avez la chance peut-être de voir revenir ce genre d'espèces. Bref, ça vaut la peine de faire même des petites choses un petit peu partout. Et puis un dernier élément, c'est toutes sortes d'applications qui existent pour relever des informations. Alors ça peut être des informations très simples, un hérisson, un chevreuil, n'importe. Et puis d'autres un peu plus techniques comme FLORAP qui permet de relever toutes les espèces de la flore. Et alors bon, déjà c'est sympa de les relever. Il y a d'autres, ça c'est des applications qui sont soit qu'on utilise nous et qu'on finance, qu'on aide à faire développer, avec l'InfoFlora qui est notre base de données nationale. Donc ces données, elles vont rentrer dans un système national et on va pouvoir les utiliser quand on fera des préavis, etc. Naturalist, c'est un système qui marche sur toute l'Europe. Donc si vous voyagez, vous pouvez aussi mettre vos données. Mais donc il y a l'intérêt d'avoir ces données. Et puis en fait, en ayant beaucoup d'informations sur des données plus modestes ou plus communes, ça nous aide beaucoup aussi, parce que souvent, quand nous, on doit faire des prospections, on doit trier quand même, parce qu'il faut des ressources, puis on va se concentrer sur les espèces rares et menacées. Et sur les espèces communes, on a moins d'informations. Donc c'est aussi un moyen de nous aider ou d'aider la biodiversité au sens plus large. Et donc, pour finir, des choses toutes simples, un petit rappel quand même, le comportement de chacun, on est nombreux, comme je l'ai dit. Une fois qu'on a compris un peu de quoi on parle, c'est peut-être plus, ça devient plus un réflexe de ne pas laisser traîner tout n'importe quoi, de ne pas marcher n'importe où. Si on sait que si on sort des chemins, on va écraser certaines espèces, etc. Il y a des petites choses qu'on ne voit peut-être pas forcément. Donc il y a aussi une question effectivement de tranquillité, de dérangement. On ne se rend pas toujours compte. Le dérangement, ce n'est pas juste quand il y a l'animal qui est à côté de nous ou la plante qui... C'est vraiment, même des fois quand on est à plusieurs mètres, ça peut être une difficulté pour les espèces. Et peut-être comprendre aussi qu'il y a des endroits où il y a des règles plus strictes, parce que c'est vraiment des joyaux, c'est vraiment des conservatoires de cette biodiversité, puis d'autres endroits où on va nous-mêmes mettre en place des circuits, des explications, des visites, etc. Et donc là, on peut aller un petit peu plus loin dans la découverte, donc comprendre aussi qu'il y a ces différentes marges de manœuvre. Et puis peut-être le dernier point, et puis je peux peut-être finir avec ça. Alors les déchets, bon, tout le monde sait que les papiers, les machins, c'est pas cool, mais on ne se rend pas toujours compte que les déchets alimentaires, c'est un problème aussi. Et notamment, on a des maladies qui se propagent en Europe, notamment une peste qui touche les cochons, la peste porcine, et ça se véhicule principalement par rapport à de la charcuterie d'animaux qui étaient contaminés. Et le centre de contamination, c'est la Pologne. Mais maintenant, on a récemment, il y a eu un cas en Belgique et en Italie, il y a aussi des cas. Donc on est entouré maintenant par cette maladie. Et si on a cette maladie qui vient dans le canton, on aura des problèmes d'une part par rapport aux cochons domestiques, les élevages en plein air, et puis d'autre part sur tout ce qui est sanglier, etc. Et là, les mesures de confinement vont être drastiques. On va devoir fermer des territoires, on va devoir abattre tout ce qui correspond à peu près à un cochon. Enfin bref, les mesures qui sont prévues pour enrayer la diffusion de ces maladies, elles sont vraiment drastiques, de la même manière pour d'autres espèces que j'ai déjà montrées. Et c'est pour ça que c'est important, disons, de faire attention sur des choses qui ont l'air assez bénignes. Alors, je ne vais pas finir par ce côté négatif, hein, quand même vous rappeler toute la beauté, tout le plaisir d'avoir cette biodiversité, et quand même vous dire qu'on a la chance, dans notre tout petit canton de Genève, d'avoir une richesse exceptionnelle au niveau suisse et au niveau régional, de biodiversité, d'espèces qu'on a la chance de voir facilement pour beaucoup d'entre elles. Il suffit d'ouvrir les yeux, de prendre une loupe, de prendre des jumelles, d'être un petit peu tranquille. Et au plaisir de vous rencontrer sur le terrain avec cette biodiversité.